sommes en prolongation. Alors, on a eu un début de question, un début de réponse. On recommence. Question de Dominique Verville. Disons qu'une équipe qui achève sa reconstruction et qui se trouve dans une division forte, comme par exemple dans la division Atlantique, est-ce que cette équipe pourrait retarder sa progression de 2 ou 3 ans en attendant que les équipes fortes du moment se retrouvent en déconstruction? Bon, je ne sais pas, Dominique. Je présume que tu parles du Canadien, dont une équipe dans une division forte, la division Atlantique, qui achève sa reconstruction. Ça pourrait être Ottawa, ça pourrait être Détroit, ça pourrait être... Je comprends ta question, puis je t'avoue que c'est une chose à laquelle j'ai déjà pensé. Puis là, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, wow, OK. Le problème, c'est que comment tu fais pour retarder ta progression? Tu sais, on va prendre l'exemple des Canadiens. Là, l'année passée, eux autres, ils se rendent compte là, que ça va bien. Là. Ils ont fait les séries. Là, ils ont Lee Hudson, qui va être la recrue de l'année. Ils ont Slavkovski, qui commence à sortir de sa coquille. Là, tu peux pas remettre la pâte à dents dans le tube. Tu sais, tu peux retarder une construction. Chicago, c'est ce qu'ils font. Mais tu peux pas retarder une reconstruction qui est en train d'arriver à échéance. Alors, comment tu fais ça? Là, tu fais quoi cette année? Tu entoures Hudson, Suzuki et compagnie de mauvais joueurs. Non. Tu mets un mauvais gardien de but. Puis là, tu dis, dans 2-3 ans, Tampa va être moins fort, Floride va être moins fort. Là, non. Tu continues à bâtir là-dessus et puis tu espères que lorsque ces équipes-là vont devenir moins fortes, que là, toi, tu es prête à prendre le trône. Ben, c'est comme si le Canadien avait décidé d'être moins fort cette année en se disant les Panthers vont être encore puissants. Puis là, tu vois, les Panthers oui, vont... il y a ça aussi. C'est impossible. On ne sait pas quand est-ce que les Panthers et puis le Lightning vont et les tomber. Maple Leafs. Et les Maple Leafs. Alors non, écoute, je comprends, mettons, ce que Chicago fait. On n'ajoute rien pour s'améliorer. Mais à un moment donné, quand le train est parti de la gare, là, il faut que tu fasses ton trajet. Chouchou. Ouais. Elliott Defoy. Question pour le Snake. Que penses-tu du très bon espoir de 2027, Carter Meyer, qui jouait avec le NTDP cette saison? Oui, un joueur qu'on peut voir en ce moment au tournoi U18 à l'âge de 16 ans. Il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs de 16 ans qui jouent dans ce tournoi-là. Meyer a été repêché en première ronde par les Remparts de Québec l'année passée et semble-t-il qu'il y a des très bonnes chances qu'il vienne jouer cette année, son année de repêchage dans la LHJMQ. J'ai pas entendu la même chose pour mon ancien des Princes, là, James Canterbury, à Québec. Tu n'as pas entendu parler? Il y a certains médias qui disent que Scantlebury s'en vient. Lui aussi, pour son année de repêchage. Meyer, qu'est-ce que j'en pense? C'est un gars qui est très, très fort physiquement, qui est très habile et qui, d'après moi, en ce moment, au moment où on se parle, moi, il est dans mon top 5 pour 2027. Mais la prochaine saison, on va faire foi de tout. Il protège bien la rondelle. Il a des bonnes mains. Il patine. Il est habile. Il est fort. Genre de joueur de centre que tu veux dans ton équipe. Simon Lerat. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans différents domaines. Est-ce que c'est aussi le cas dans la sphère du hockey et de la recherche du talent? Ben, moi, je peux pas parler pour la Ligue nationale. Je sais qu'on est on est beaucoup sur les statistiques avancées en ce moment. Beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes qui recherchent un profil de directeur gérant qui est beaucoup plus axé vers les chiffres. Tu parles de Gatineau? Pardon? Ah, tu dis on, je pense. Non, on exclut la personne qui parle, c'est ça. Mais moi, je peux dire que dans mon travail de recruteur, on n'en est pas rendu là parce que, oui, tu sais, l'intelligence artificielle va aller chercher des informations qu'on trouve en ligne. Ou résumer. Ouais, ou résumer des informations qu'on trouve en ligne. Mais si moi, je vais voir un joueur le dimanche après-midi, un joueur de 15 ans, puis que je fais un rapport, mais que le rapport n'est pas public, comment on peut me parler de ce joueur-là? Ouais. Alors, je pense qu'on n'en est quand même pas rendu là avec des caméras qui regarderaient les joueurs puis qui feraient un traitement de ce que la caméra voit, transposer ça. Regarde, en tout cas, à Toronto... On ne dit pas que ça n'arrivera pas, là. CEO à Toronto semble dire que ça s'en va vers ça. Ça, c'est très possible. C'est très possible. On parlait de mettre aussi des puces sur les joueurs pour essayer de voir leur mouvement. Et bon. Regarde, on ne dit pas que ça s'en va pas vers ça, mais en ce moment, on n'est pas rendu là, M. Lerat. Luigi le Cheval Bono. Salut Snake. Toi et Mathias avez parlé de ta liste du repêchage 2012 où tu avais pratiquement les meilleurs joueurs dans le bon ordre. Est-ce que c'est ta meilleure année comme recruteur ou tu en as eu une autre encore plus solide?
Ben, c'est la meilleure parce que si tu rajoutes à ça, j'avais un gars comme Alex Kerfoot qui est devenu un régulier dans la Ligue nationale que j'avais classé en première ronde. Alors oui, c'est probablement ma meilleure. À un moment donné, d'ailleurs, je ferai un retour un petit peu là-dessus dans l'épisode régulier. Des fois, on aime ça revisiter les anciens repêchages, où est-ce que je voyais les joueurs. Mais, regarde, pour moi, un bon repêchage, c'est si je me mets à la place d'une équipe quelconque, puis que là, je décide de façon fantôme de faire le choix. Puis là, je vois si j'ai raison ou pas. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que tu peux voir, mettons, un gars comme Forsberg, que je voyais premier en 2012, mais si je repêche, mettons, à la place d'une équipe qui repêchait 13e, ben, il était parti, Forsberg, il est parti 11e à Washington. Fait que, tu sais, c'est pour ça, des fois, que les recruteurs, on dit souvent, leur travail n'est pas toujours évalué selon les joueurs repêchés, mais selon leur liste et le raisonnement qui vient avec la liste. Et ça, il y a seulement à l'interne qu'on peut le savoir. Moi, 2012, au 3e rang, j'aimais beaucoup Teravainen, mais j'avais été un peu, je te l'avais dit à toi, mais j'avais été un peu peureux de m'afficher en sa faveur, parce que c'est un petit joueur. Puis, mais il a une bonne carrière. Oui, meilleur que Galchenyuk. Meilleur que Galchenyuk, oui. Martin Desgagnés, si vous étiez une équipe qui va vers une reconstruction, est-ce que vous feriez confiance en Martin Madden Jr. comme DG de l'équipe? Ben, Martin Madden Jr., il a un très bon œil comme recruteur. Ça, je pense qu'on le voit à Anaheim depuis quelques années. Il met un des seuls qui met l'accent sur les joueurs du Québec, d'ailleurs. Bon, quoique ça ne fait pas de lui nécessairement meilleur ou moins bon, mais c'est une parenthèse que j'ouvre. Ça, là, il n'y a rien de plus difficile pour quelqu'un qui est à l'externe, comme nous, de dire si un recruteur-chef ferait un bon directeur gérant. Ouais. Parce que, premièrement, on ne connaît pas la personnalité, et deuxièmement, le travail de directeur gérant, il consiste beaucoup à bien déléguer. Et à gérer des employés, du personnel. Martin Madden, lui, il gère en ce moment une équipe de recruteurs. Mais le directeur gérant, lui, il y a quoi? Il y a 75 employés dans le bureau. Et il doit dealer avec les agents. Et ça, c'est des choses que le recruteur ne fait pas. Est-ce que Madden serait capable de le faire? Peut-être. Mais en ne connaissant pas sa personnalité, ses fonctions, en n'ayant jamais travaillé avec lui, je ne peux pas répondre à la question. On reviendra à un moment donné. Ça m'intrigue quand même parce qu'il va souvent piger au Québec. Oui. Et il n'y a pas tant de joueurs du Québec qui ont un impact à Anaheim. Fait que j'aimerais ça à un moment donné, sans dénigrer le Québec, là, mais ça a juste piqué ma curiosité. Bien, c'est parce qu'il y a quand même des gars qui ont été choisis plus loin. Quand tu penses à les Maxime Massé, Émile Guité, Noah Warren et compagnie, c'est des gars choisis plus loin. Alex Blais aussi, centième. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il a quand même pris Nathan Gaucher en première ronde. Oui. T'sais, alors ça, c'était moins efficace. Mais il y a Tristan Luneau, que tout le monde laissait passer, Maxime qui a ramassé en 200. Oui, c'est ça. Maxime Comtois, qui a quand même eu des bons moments. Un bon début de carrière. Un bon début de carrière dans la LNH, oui. Sébastien Houd, je regarde l'évolution du jeu dans la LNH depuis quelques années et je me pose une question. Est-ce qu'on est rendu au point de revoir la dimension de la patinoire? Les joueurs sont plus gros, plus rapides, le jeu n'a jamais été aussi explosif. Et parfois, ça donne l'impression que tout se passe dans un espace trop restreint. As-tu une opinion là-dessus, Mathias? Moi, j'en ai une. Bien, ça a souvent été répété que tu regardes en Europe, les grandes patinoires, le jeu est plate à mort. Voilà. Alors, est-ce que le jeu est plate parce que les joueurs, combinés au fait que la glace est très grande, les joueurs ne sont pas du même calibre que la LNH, mais c'est qu'avant, là, quand il y avait des tournois internationaux, les patinoires étaient de dimension olympique, donc européenne. Et là, ça donnait une bonne impression de ce que ça pouvait être. Mais là, maintenant, on met des patinoires dimension Ligue nationale. Ben, même la KHL a des patinoires dimension Ligue nationale. J'aime le spectacle, moi. Je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouve pas que c'est du hockey plate comme dans le temps où ça accrochait. Non. Le seul truc, c'est le manque de respect entre joueurs, les coups à la tête. Tu sais, tu regardes Slavkovski, il a été frappé à la tête aux Jeux olympiques. Là, une bagarre, tu vas me dire, mais c'est une commotion. Mm-hmm. Puis il a frappé à la tête. Pour le long terme, j'espère qu'il a... son cerveau a bien résisté. Là. Les gens plus vieux se souviendront que avant que les nouveaux arénas soient bâtis, au début des années 2000,
ou fin des années 90, Boston, Chicago et Buffalo avaient des patinoires encore plus petites que les patinoires de la Ligue nationale actuelle. Écoute, la distance entre les deux lignes bleues, elle était minime. C'était 2 enjambées. Je ne veux même pas imaginer aujourd'hui qu'est-ce que ça serait du hockey à Boston, Chicago, Buffalo dans les patinoires des années là, pré-2000. Puis Boston, Buffalo, oublie pas aussi, là, c'est pas juste les bâtons en flex, mais les baies vitrées en flex. Les baies vitrées, exactement. Écoute, c'est du folklore, là, mais je pense que l'idée d'agrandir la patinoire, regarde, comme tu dis, Mathias, en Europe, c'est plate. Alors, c'est plate. Je crois que le jeu serait plus intéressant en Europe avec des patinoires de dimension nationale. La preuve, c'est que je trouve que la KHL est plus intéressante que la Ligue suédoise, la Ligue finlandaise. C'est pas seulement une question de force des joueurs. C'est une question que, à un moment donné, quand c'est trop grand, il n'y a plus de contact. Il en reste-tu des patinoires, des grandes patinoires en KHL ou ils sont toutes de même dimension? Je pense qu'il en reste, mais s'il en reste, il en reste vraiment pas beaucoup. Mais tu regardes des matchs en Suède, là, des fois, puis tu dis, oh mon Dieu, oh là là, c'est pas le même hockey. James Hunter. Bonjour le Snake. Je me demandais que pensez-vous de l'espoir Ryan Rubrek en début d'année? Certaines listes le plaçaient dans le top 5-10. Cependant, certains ne le voient même plus en première ronde. Je me demande pourquoi il a autant glissé. Oui, Ryan Rubrek qui était dans mon top 5-10 en début de saison. Ah oui, hein? Ben oui, parce que, regarde, un joueur de centre costaud capable de marquer des buts, qui ne veut pas de ce genre de joueur-là? Le seul problème, c'est que Rubrek est rendu à sa 3e saison junior, vu que c'est un late, alors on se serait attendu à ce qu'il soit dominant. Et le problème qui est arrivé avec Rubrek cette année, c'est qu'il a démontré qu'il était plus ou moins vaillant. Et ça, là, c'est vraiment c'est un péché capital. Drapeau rouge. C'est un drapeau rouge. C'est un péché capital dans la Ligue nationale. Mais regarde, j'avais émis les mêmes commentaires et j'étais pas le seul parce qu'il est quand même sorti 6e sur Porter Martone l'an passé. Et là, Porter Martone, il fait flèche de tout bois à Philadelphie. Alors, je ne sais pas, est-ce que Rubrek, ça va le réveiller? Mais cette année, c'est un gars sur qui je fondais des grands espoirs et je l'ai vu en personne. Puis j'ai vu un gars qui comment dirais-je, il calcule le niveau d'effort qu'il donne dans un match. La prochaine question, je pense que tu as répondu dans l'épisode régulier, non? Oui, mais on va répondre quand même. Parfait. Oui. Jean-Thomas Grantham, je suis curieux de savoir si le Snake a commencé à tomber en amour avec une carte cachée du prochain repêchage. Qui sera le prochain fils du serpent? Oui, dans l'épisode régulier, j'ai parlé de Wyatt Cullen. Alors, ça va être probablement lui. C'est pas officiel encore, mais c'est probablement lui qui va être ma carte cachée, si on peut dire. Écoute, ça va être un choix de première ronde. J'aimerais plutôt dire un joueur qui, d'après moi, va surperformer son rang de sélection. Est-ce que je suis en amour avec lui comme avec mon fils adoptif, Trevor Connolly? La réponse est non, mais je l'aime beaucoup. Jeff Chaput. Toronto a un marqueur de 50 buts en Matthews, un ailier élite en Nylander et un ailier de puissance en Nice. Ils ne sont pas si vieux. Au lieu de reconstruire et gaspiller tout ce talent, les Leafs ne pourraient-ils pas être tentés d'échanger leur premier choix, s'ils ne le donnent pas à Boston, afin d'aller chercher soit un joueur élite pour redevenir des prétendants à la Coupe? Ouais, Matthews, ça a été un marqueur de 50 buts. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne le redeviendra pas, mais ça ne l'a pas été. Non, là, il a 29 ans. Il va avoir 29 ans à l'automne. Regarde, GF, c'est sûr que c'est tentant. Parce que Toronto, s'ils réussissent à garder leur choix cette année, ils perdent le premier choix des 2 prochaines années. Ouais. Alors ça c'est deux choses. Il y a 2 conséquences à ça. C'est que s'ils restent poches, ça pourrait être des choix top 5, top 7. Et là, c'est l'enfer. T'as quasiment pas le choix. S'ils deviennent bons, ou qui remontent au classement puis qui donnent le 18e choix, mettons, ou le 20e choix, ben là, OK, ils ont donné le 18-20e choix. On dirait que JF m'a comme allumé à... Dans le fond, c'est quasiment une évidence. Ben, oui. Échange-le. À moins, tu sais... s'ils gagnent la loterie, non. Non, évidemment. Mais aller chercher le 5e choix maintenant, exemple, un Keaton Verhoff, là, exemple. Ouais. Ben, Keaton Verhoff, là, ça va prendre au moins 3-4 ans avant qu'il y ait vraiment un impact à Toronto. Puis entre-temps, ça n'améliore pas l'équipe l'an prochain. Cependant, s'ils font ça, ben là, ça veut dire que là, ils vivent les dernières années de contrat de Matthews avec la possibilité de
le re-signer comme à 32-33 ans. Il continue avec Nylander. Il développe, il continue. Matthew Nice commence à dire là. Easton Cowan. On va te chercher un gros défenseur, là, un gros défenseur en bas de 25 ans. Là. Le problème, c'est que là, tu deviens plus une équipe de milieu de peloton. Alors, tu évites la queue de classement, tu évites l'odieux de donner des choix top 5 dans les 2 prochaines années. Un défenseur là, de moins de 25 ans, de premier plan, là, d'une équipe qui s'en va nulle part. Il faudrait en chercher. Là, mais... Tu sais, Ronek n'est pas assez top pour ça, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être une option. Parce que eux autres, l'option de la reconstruction n'est pas vraiment là. Les gars ont des clauses de non-mouvement, puis ils n'ont pas leur choix de repêchage dans les 3 prochaines années, 26, 27, 28, ils vont en perdre 2. Ça pourrait être cette année. Fait que si tu veux en faire une, c'est dans 3 ans. Ouais. Alors là, ça veut dire pas de coupe cette année avant 2037, 2038 à peu près, dans le meilleur des cas, si tout va bien. C'est vrai. On se disait ça il y a 10 ans. Ben, c'est ça. Xavier Turgeon, Bertrand. Avoir Hudson performé en série, est-ce que cela vous amène à revoir votre évaluation à la hausse? Serait-il finalement supérieur à Quinn Hughes ou l'échantillon est encore trop petit? Oui, j'ai parlé d'Hudson dans l'épisode régulier, comme quoi il m'avait impressionné par son jeu en série, autre que simplement là, les petits coups de tête là, qu'il fait pendant la saison. Ou les feintes derrière son but. Derrière son but. Là, la question, finalement, est de savoir est-ce qu'il est supérieur à Quinn Hughes. Je pense que là, on a quand même un très petit échantillon. Quinn Hughes a un CV quand même qui est bien garni. En saison régulière. Il n'a pas joué beaucoup en série. Il y a une année, il a été bon. Il y a une autre année, il n'a vraiment pas été bon. Cette année, c'est correct. Alors, je pense que, est-ce qu'à un moment donné, il pourrait devenir meilleur que Quinn Hughes? Lorsqu'on analysera les carrières des 2 joueurs, c'est très possible. Pour le moment, je maintiens Hughes au-dessus d'Hudson, mais c'est sûr que l'écart est très mince. Ouais. C'est Parent 77. Savez-vous pourquoi Lucas Cormier à Vegas n'a toujours pas eu sa chance dans la NHL, LNH? S'il n'y a pas de place à Vegas, pourquoi n'a-t-il pas fait partie d'un échange? La première partie, il y a une bonne réponse. La deuxième partie, j'ai pas de réponse. Ben, alors, donne ta première partie. Ben, pourquoi il n'a pas eu sa chance? C'est que Vegas donne jamais de chance aux jeunes. Puis là, c'est vrai que pourquoi il n'a pas fait partie d'un échange, c'est ça qui est surprenant. Oui, regarde, c'est excellent ton point, Mathias. C'est sûr que Vegas, c'est pas le paradis des jeunes joueurs. Ben, il y a un seul choix de première ronde depuis 2017 qui est encore avec l'équipe. Le tien. C'est Trevor Connolly. Il y en a même qui pensaient qu'il serait échangé cette année à la date limite des transactions. Qui sait, peut-être que Vegas va décider de l'échanger cet été parce que là, ici, écoute, là, on a Jack Eichel, Mitch Marner. Ouais. Mais bon, pour ce qui est de Cormier, c'est un gars qui a eu une belle carrière avec Charlottetown dans la Ligue junior majeure du Québec, mais ça fait quand même 4 ans qu'il est dans la Ligue américaine. Là, il a presque 1 point par match cette année. Il joue très bien en série. Il a quand même 24 ans. Je sais que les défenseurs, ça prend un peu plus de temps. Mais à un moment donné, rendu à 24 ans, soit que tu trouves une place avec l'équipe qui t'a repêché, ou si tu n'as pas de place, il y a des équipes qui vont t'appeler puis qui vont s'enquérir de tes services. Et Vegas est prête à échanger des espoirs. Donc, c'est pas comme s'ils en tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. Alors, mon avis, est-ce que Cormier, peut-être ailleurs, aurait eu une meilleure chance? Oui. Mais il y en demeure pour moi que quand ça fait 4 ans que tu es dans la Ligue américaine, écoute, il y a des recruteurs à tous les matchs. À un moment donné, on aurait fait un appel. Vincent Parenteau. Simon, si je me souviens bien, au début de l'année, tu avais Verhoff en très haute estime et tu avais dit que c'était le meilleur défenseur du repêchage de cette année. Est-ce qu'il a régressé à tes yeux ou bien c'est simplement les autres, par exemple Chase Reed, qui l'ont rattrapé? Moi, je te dirais qu'ils l'ont rattrapé. Est-ce qu'il a régressé à mes yeux? Ben, j'ai toujours eu des doutes, moi, sur le potentiel offensif de Verhoff. Je ne te dis pas qu'il ne fera pas de points, mais j'ai jamais vu un gars de 70-80 points en Verhoff. Mais pas un Ryan Murray non plus, là. Non, mais on se rapproche peut-être plus d'une version édulcorée de Pietrangelo. Ben là, déjà édulcoré, ça bon, là. Non, mais entre Pietrangelo et Larson. Donc, OK, mais Larson, je l'aime bien. Moi, un Pietrangelo light, là, du point de vue offensif. Pietrangelo, ça n'a jamais été un gars de 70-80 points non plus, là.
Mais c'est un général Bogosian? à la ligne bleue. Meilleur que ça. Moi, je vois meilleur que ça. Assez belles années. Là. Oui. Moi, je vois meilleur que ça. Moi, je vois un général à la ligne bleue, mais pas nécessairement un super grand producteur de points. Et l'affaire, c'est qu'un gars comme Chase Reed, ça a été un fulgurant son ascension. Il y a à peine un an, le gars jouait dans la NAHL, North American Hockey League. Ça, c'est une ligue qui est plus faible que la USHL. OK? Là, on parle de... C'est quasiment de Junior B, là. Et il est rendu... Antoine n'est pas d'accord. Non, la NOL qu'ils appellent, là, c'est au même calibre que la BCHL dans l'Ouest. Puis ça, c'est la deuxième meilleure ligue aux États-Unis, Junior A. Top 5. Après la USHL. Ouais, après la USHL. Mais ça reste, c'est pas... On est loin du Junior B, là. T'as des gars... Patrick Kane a joué là. Qui? Patrick Kane. Oui, mais très jeune. Très jeune. C'est ça que je veux dire. Il a joué très jeune. Ouais. Moi, je te parle que un gars comme Chase Reed, il était quand même rendu à 17 ans à ce moment-là, puis il jouait là-dedans. Qui aurait cru que Chase Reed... Ça, c'était pas 16 ans? Qui aurait cru que Chase Reed 16 ans, non? Parce que là, il doit en avoir 17. Non, c'est un late. Ah. C'est un late. Okay. Alors, qui aurait cru que Chase Reed deviendrait peut-être un choix top 3? Ensuite de ça, les autres, c'est sûr que les gars de l'Ouest, là, les Daxon Rudolph et compagnie, moi, je les aille pas, mais les Ryan Lynn, tous ces gars-là, j'ai de la misère avec les défenseurs de l'Ouest à m'emballer. J'ai de la misère à m'emballer parce qu'il y a eu trop de preuves depuis 20 ans que ces gars-là, puis je pense que j'avais déjà fait dans Le Serpent en Liberté une rétrospective de ces gars-là, le taux, je dirais pas d'échec, mais le taux de non... le taux de joueurs qui n'ont pas tant d'impact que ça, on va appeler ça comme ça, est très élevé. Fait que c'est pour ça que j'aime quand même encore mieux Verhoff que les gars de l'Ouest, mais Chase Reed, pour moi, est passé en avant. Sami Atmani. Dans la veine de l'emballement du Snake envers les joueurs de l'Acadie de Filatov, quelle était l'analyse faite par le Snake à l'époque de Nikolai Zerdev? Je sais qu'il a connu de meilleures saisons que Filatov, mais je suis tout de même curieux. Nikolai Zerdev. Souvent, le nom de Zerdev est souvent associé au nom de Filatov parce que ça demeurait quand même un peu le même genre de joueur. Tu l'aimais, non? Ben oui, Mathias, ben oui. Ça me t'en as déjà Pour parlé. ne pas le faire dans l'appli. T'en as déjà parlé, bon, mais c'est sûr oublié. que Zerdev a quand même eu des saisons de 23, 26 et 27 buts, donc ça n'a pas été un flop total. Comme mais il a disparu très rapidement de la Ligue nationale à l'âge de 26 ans. Et il est allé retourner en KHL. En carrière, il y a eu 115 buts en 421 matchs, donc c'est respectable, mais... Un Costitine, finalement. Ouais. Mais oui, c'est vrai, en fait, ouais. Production et tout. Il a été choisi 4e en 2003. Et le 2003, la première ronde de 2003 et même le repêchage 2003 est considéré avec celui de 2015 comme les deux meilleurs repêchages de tous les temps. Ouais. Et curieusement, c'est pas nécessairement les joueurs qui ont été choisis dans le top de 2003 qui ont été les meilleurs, mais Zerdev, moi, à ce moment-là, regarde, est-ce que je peux le dire? Est-ce que j'ai honte de le dire? Non, peut-être un peu. Dis-le pas. Non. Alors, c'est ça mon analyse. Regarde, c'est sûr que c'est le genre de joueur que j'adorais à l'époque, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, avec Filatov, je suis un petit affaire plus prudent maintenant. Pourquoi tu choisis ces questions-là? Parce que c'est de la transparence. Ouais. Ça serait bien facile, moi, de me cacher derrière le passé où personne ne me connaissait dans le hockey, puis de te dire « Oh, moi, en 2003, Zerdev, je prévoyais un joueur de milieu d'alignement qui retournerait en KHL en dedans de 5 ans. » Je pourrais te dire ça. Ouais. Personne ne pourrait vérifier. Puis, sais-tu quoi? Je vais en profiter. Les recruteurs, pourquoi ils paraissent moins mal que toi des fois? Oui. Disons que tu repêches 7e. Oui. Puis que tu as Zerdev premier. Oui. Puis tu arrives au 7e rang, Zerdev et puis là. Puis je prends, mettons, Jeff Carter. Voilà. Tu as l'air d'un génie. Voilà. C'est pour ça que tu l'as dit tantôt, il faut se fier aux listes, pas au choix. Parce que, tu sais, je vais faire une parenthèse là-dessus, puis je vais en revenir à un moment donné là-dessus dans l'épisode régulier. Les évaluateurs de talent, tu sais, il y en a beaucoup là, maintenant public. Il y a beaucoup de listes là, sur Internet. Puis il y a les Pronman et compagnie, tu sais, les Scott Wheeler. Eux autres, là, ils en mangent toute une claque. Oui. Puis moi, j'en mange toute une claque. On en mange toute une claque parce que on expose
ce qu'on pense de 50, 60, 75 joueurs. Puis c'est sûr que prédire exactement la future carrière d'un joueur, le taux de réussite, il est très mince. De dire, ça va être un gars de 30 buts. S'il en fait 45, ils vont dire que tu t'es trompé. S'il en fait 10, ils vont dire que tu t'es trompé. Tu sais, même s'il en fait 25, ils vont dire que tu t'es trompé. Alors que la Ligue nationale, ben, tu as un choix en première ronde. Alors, comme tu disais, si moi, j'arrive en 2003, moi, mon choix pour le Canadien, cette année-là, c'était Jeff Carter. Alors là, hey, le Snake, c'est toi qui aurais dû embaucher. Ben oui, mais j'avais Zertev premier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Louis-Alexandre Lalonde. Quand le Snake parle de joueurs qui l'empêchent d'aller prendre une bière, il parle des Carlson, Stützle, Hughes, Demidov, etc. On parle ici de joueurs qui sont spectaculaires à voir, évidemment, mais je me pose la question si le Snake n'aime pas mieux des joueurs flashy comparé à des joueurs moins le fun à voir, mais plus efficaces, oui, comme Suzuki. Au final, on peut presque croire que le Snake doit aimer les vidéos de faits saillants, comme certains fans. Ah, voilà. Voilà, Louis-Alexandre. Elle est bonne. Regarde, Louis-Alexandre, moi, je ne crois pas que, particulièrement les joueurs que tu mentionnes, là, Carlson, Stützle, Hughes, Demidov, oui, c'est des joueurs flashy, c'est des joueurs spectaculaires, mais je ne crois pas que nécessairement spectaculaire rime nécessairement à moins efficace. Alors, oui, dans le cas de... Bon, on en parle de Filatov, Zerdev. Oui, c'était le cas. Mais Michkov. Mais dans le cas de joueurs, mettons, comme Jack Hughes, moi, je pense pas que Jack Hughes est moins efficace parce qu'il est spectaculaire. Je pense pas... Quoi? Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Tu viens-tu d'enterrer Michkov? Non. Ben, tu viens de le mettre dans la gang de Filatov et Zerdev? Non, j'ai juste dit, je prends un joueur moderne qui démontre beaucoup de flash, mais qui, à date, n'est pas nécessairement d'une grande efficacité. Okay. C'est ça mon point. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est pas indissociable. L'un peut aller avec l'autre. Oui. Et puis, automatiquement, dans les joueurs moins le fun à voir, comme tu dis, Louis-Alexandre, oui, il y en a qui sont très efficaces. Je pense que Patrice Bergeron en était un. Ouais. Mais ils sont pas nécessairement... C'est pas parce qu'un joueur est effacé qu'il est nécessairement efficace non plus. Fait que c'est du cas par cas. C'est sûr que le fait aussi, puis tu sais, en début d'année, on avait mal lu la situation aussi. Le fait que Stützle joue en désavantage numérique, ben, c'est un signe aussi qu'il a la confiance de ses entraîneurs. Et voilà. Maxime Poirier. Un DG doit gérer ses actifs comme des actions. Quand ça monte et que ce n'est pas dans ton noyau, tu vends avant que ça baisse et ne remonte peut-être jamais. On l'a vu avec Herbert Jacquet en début de carrière, comme avec Olivier Kapanen avant le tournoi olympique. Et ça peut aussi s'appliquer à un jeune comme Sam Pickford. Le Canadien devra donc trancher bientôt entre Dobeš et Fowler, puisque les deux ne voudront pas être numéro 2. Est-ce que Dobeš ne devient pas déjà un candidat logique à échanger dès le repêchage pendant que sa valeur est à la hausse? Sam Pickford? Oui, c'est Bryce Pickford. OK. C'est pas mal... c'est chargé comme question parce que avant de répondre à Dobeš Fowler, je vais y aller avec d'autres genres de joueurs. C'est sûr qu'un joueur qui souvent, entre guillemets, sort de nulle part et peut devenir un feu de paille. Les chances qu'un joueur comme ça... Tu sais, on parle de Darren Radish cette année. Il devient joueur autonome. Tu sais, je penserais 2 fois avant de donner un contrat de 7 ans à Darren Radish. Ah oui? Oui, peut-être qu'il va être très bon. Il n'y a personne d'autre. Mais, non, mais je te parle, mettons, je suis un... C'est ça, il n'y a personne d'autre, c'est l'offre et la demande. Ouais. Mais je serais quand même un petit peu frileux. Peut-être qu'il va être bon, mais on ne le sait pas. Regarde. Kapanen, j'échangerais ça cet été. Ouais, ben Kapanen... Avant que ce soit trop tard. Pas le donner, mais essayer de ouais, voir mais si... là, il a peut-être été exposé, ouais, comme on dit. Alors, ouais. il a peut-être été exposé. Alors, moi, c'est sûr qu'en bout de ligne, je serais porté à faire ça avec à peu près tous les joueurs qui, selon mon œil, est un feu de paille. Mais la question est de savoir, tu sais, il y a 31 autres directeurs gérants. Il y a des recruteurs, il y a des dizaines de recruteurs qui les voient jouer. Est-ce que, tu sais, si on avait posé la question au mois de décembre, Kapanen, iriez-vous le chercher? Et vous donneriez quoi? Il n'est pas dit qu'il n'y aurait pas des directeurs gérants et des recruteurs qui n'auraient pas répondu. C'est peut-être un feu de paille. Tu sais, on le sait pas. C'est là qu'il aurait fallu essayer. Peut-être qu'ils ont essayé aussi. Là. Mais il s'agit d'une équipe qui mord à l'hameçon. Bryce Pickford, est-ce qu'il y en a qui voient la même lecture que moi? Tu sais?
45 buts, oui, mais est-ce que c'est plus un ailier? Est-ce que c'est un gars qui peut jouer défensivement? Ou est-ce qu'on voit simplement, wow, défenseur de 45 buts, il bat des records, ça vaut de l'or? Ça dépend comment les autres équipes perçoivent ça, parce que si toi, Maxime, puis moi, on regarde ça, puis on se dit, ouais, c'est des actions, ça monte, on vend avant que ça baisse, il y a peut-être bien des directeurs gérants qui se disent ça aussi. Pour ce qui est de Dabesh Fowler, bien, Mathias, on revient toujours au point, ça vaut quoi un gardien de but? Ben, mais là, Dabesh, son stock a monté. Moi, tu vois, en ce moment, là, pour les prochaines années, c'est 2 jeunes gardiens, tu as besoin de 2 gardiens. Ben oui. Je garde ça comme ça pour une couple d'années. Oui, bien c'est ça, mais dans sa question que j'ai édité un peu, là, parce que c'était plus long, Maxime a dit qu'à un moment donné, tu vois, en 2028, le contrat de Fowler vient à échéance, 2029, Dabesh, ou en tout cas vice-versa. Fait que, tu sais, à un moment donné, est-ce que tu vas vouloir... Il y en a un des deux qui va dire, ben là, je veux gagner plus d'argent, donc il faut que je joue plus de matchs. À ce moment-là, comme les Bruins ont fait avec Ullmark et Swayman, mais ils ont été les deux ensemble pendant un bout de temps. Voilà, jusqu'à ce qu'attend que Swayman demande à être payé et que Ullmark, ben là, on se dit, on ne peut pas donner 8 millions à 2 gardiens de but, et là, on l'échange. Plus Dabesh joue bien, si on a la tête de faire jouer Fowler, plus Dabesh joue bien, plus sa valeur augmente, parce que Linus Ullmark, il a quand même rapporté pas mal. Ouais. Un choix de premier tour. Voilà. De fin de premier tour, mais ils ont bien repêché. Voilà, c'est ça. J.R. Marcotte, Tampa Bay devrait-il reconstruire avant qu'il soit trop tard ou leurs joueurs ne valent déjà plus assez? Moi, je pense que peu importe ce qui arrive dans la série, en ce moment, au moment où on enregistre, c'est 2-2. Peu importe ce qui arrive dans la série, moi, je crois que le train a quitté la gare dans le cas de Tampa Bay. Je ne pense pas que Tampa Bay va retrouver leur superbe d'il y a quelques années. Attention, ça pourrait mal vieillir au printemps. Ça pourrait mal vieillir au printemps, mais moi, je te dis que peu importe ce qui arrive cette année, là, oui. Moi, je te parle cet été. Okay. Moi, cet été, même si Tampa Bay se rend en finale, moi, dès cet été, je commence à rebâtir. Ah oui, OK. Oui, avant qu'il soit trop tard, parce que Tampa Bay, tu ne veux pas qu'ils deviennent les prochains Chicago. Simon Leroux, les exceptions des joueurs d'impact choisis dans les rondes tardives fascinent souvent. Il serait intéressant que vous expliquiez à quoi on devrait s'attendre de la performance et de la carrière d'un joueur selon son rang de sélection en moyenne. OK. Bien, je vais commencer par les rondes ultérieures. Je dirais qu'entre les rondes 3 à 7, les chances sont très minces, mais il y en a qui font la Ligue nationale. Et je ne peux pas dire que tu as plus de chances nécessairement en ronde 3 qu'en ronde 6. Parce qu'à ce moment-là, les listes sont tellement différentes des équipes. Alors moi, un joueur qui est peut-être 30e sur ma liste et peut-être 180e sur la liste d'un autre. Donc, il n'y a pas vraiment, quand tu regardes les repêchages, quand tu les analyses, tu ne peux pas vraiment dire la 3e ronde est meilleure que la 4e ou la 5e. D'une année à l'autre, il y a des joueurs qui performent bien dans chacune des rondes. Puis, quand tu analyses des 15-20 ans de repêchage, ça revient à peu près tout au même. Il n'y en a pas moins qu'avant ou c'est juste une impression? Il y en a moins qu'avant. La raison pour laquelle il y en a moins qu'avant, c'est que là, il y a plus de recruteurs. Les recruteurs sont plus compétents. Il y a plus d'outils à leur actif. Et là, des affaires de Pavel Datsyuk, il y a 30 ans, qui étaient cachés dans le fin fond de la Russie, puis que les recruteurs ne voulaient pas prendre l'avion pour aller là, whatever, ça n'existe plus. OK? Des joueurs cachés, ça n'existe plus. Et comme je me rappelle, quand je suis allé il y a à peu près un mois au tournoi, des joueurs américains de 15 ans, 16 ans, on parlait avec un recruteur, puis à un moment donné, un recruteur d'une équipe adverse nous a dit, dans le fond, il dit, on regarde tous les mêmes joueurs. Mais il dit, la différence, c'est comment on les classe. Oui, c'est ça, comme tu as dit la semaine dernière. Exactement. Fait que c'est pour ça que 3-7, on lance des dards. Et les chances sont quand même assez minces, mais il y en a quand même. Là, la ronde 2, je dirais que la ronde 2, règle générale, il y a quand même une séparation entre les deux. Ça commence à 33, la ronde 2. J'irais jusqu'à 45. C'est quasiment une longue fin de première ronde. Entre 20 et 45. Puis les chances de succès, mettons, de 21-22 à 45, c'est à peu près égal. Quelles sont les chances de succès? Tu peux t'attendre à ce moment-là, si tu as un joueur de bottom 6, 3e, 4e trio, ou un défenseur numéro 4, 5 ou 6, ou un gardien de but réserviste, tu as fait ta job. Hein?
Tu es pas mal d'accord avec moi. Oui. Ce qui est au-dessus de ça, c'est un boni. Alors, un Pasternak numéro 25, c'est un boni. Un Lena Sud 62, c'est hallucinant. Un Piquet Souban, deuxième ronde, début de deuxième ronde. Bon. Alors, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ensuite, là, on rentre dans le plus pointu. De 1 à 20, là, tu n'es pas supposé manquer ton coup. Tu n'auras pas nécessairement 20 joueurs étoiles, mais tu n'es pas supposé manquer ton coup parce que année après année, il y a au moins une vingtaine de joueurs qui deviennent des top 6 offensifs ou des top 4 défensifs. Tu ne veux pas aller à 1 à 15? Je trouve que tu regardes la liste là, des marqueurs et des trucs, là, rendu à 12, là, ça Trevor commence Connolly a été choisi 19e. Oui, mais je parle en général, là, tu sais. Oui, OK. Rendu à 12, là, tu as des gars de troisième trio. Oui, tu as raison, Mathias. Tu as raison, mais moi, je fais comme une appréciation générale de 1 à 20. OK. Puis après ça, ben là, je vais le baisser. Alors, et je vais abonder dans ton sens. Okay. Alors, 1 à 20, là, je dis que tu es supposé aller te chercher. Il est supposé devenir un des 10 meilleurs joueurs de ton équipe. C'est ça mon point. OK. Là, on va faire les sous-catégories. Puis on va commencer par 1. 1, à moins de tomber sur une mauvaise année, tu as à peu près 50% de chance d'avoir le meilleur joueur du repêchage, une superstar, ou en tout cas un joueur de très gros impact. Une chance sur 2. De 2 à 5, c'est moins élevé qu'on pense. C'est moins élevé qu'on pense. Tu as peut-être, je te dirais, un 40 à 50% de chance d'avoir un joueur de fort impact. On aurait pu faire un épisode là-dessus. On aurait pu faire un épisode bloc là-dessus. Là. Oui. On y reviendra. On y reviendra, mais je veux quand même répondre à la question en général de Simon. Ensuite, 6 à 10, là, tu commences déjà à penser peut-être au deuxième trio. 6 à 10, deuxième trio. Puis là, après ça, entre 10 et 15, encore là, tu es dans le deuxième trio, tu es dans les défenseurs numéro 3, numéro 4, puis 15 à 20, là, ça commence à diminuer tranquillement. Puis après 20, là, c'est Là, c'est une longue deuxième ronde de 21 à 45. Alors oui, on va revenir là-dessus un moment donné, Mathias. Près du repêchage, lorsqu'on connaîtra les rangs de sélection officielle, on ira avec certaines équipes, Canadiens en particulier, qui vont choisir dans la vingtaine. Et on va dire à quoi un petit peu s'attendre. Surtout que cette année, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de McDavid. Alors, on va regarder peut-être les choix 2 à 5 qui vont appartenir, on ne sait pas, aux Rangers, à Toronto, etc. Qu'est-ce que ces équipes-là peuvent aller chercher en faisant des retours en arrière? La loterie approche, hein? La loterie est le 5 mai. Alors, c'est dans 8 jours, au moment où on enregistre. Fait que c'est sûr que dans l'épisode suivant, on va en parler. C'est moins excitant cette année parce que il n'y a pas, comme on a dit, de McDavid ou de Matthew Schaefer. C'est parce que tu viens pas de Toronto que tu dis ça. Ah, mon Dieu. On va te dire, ça va être excitant là-bas. Et à Boston. Et à Boston, parce qu'on le rappelle, si le choix de Toronto tombe 6 ou 7, ce qui est possible, il y a 58% de chance en ce moment que le choix de Toronto devienne le 6e ou le 7e. S'il y a une ou deux équipes qui passent par-dessus eux lors de la loterie, ce qui a été le cas l'an dernier, le choix revient aux Bruins de Boston. Wow. Simon Snake-Boisvert, merci. Hey. Antoine Brunet, deuxième semaine en relève à PAC. Merci beaucoup. Merci Antoine. Semaine prochaine.